Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur Duo de Plume, je suis Cyril. Et je suis Catherine. Alors aujourd'hui Catherine, on a prévu de discuter autour des couvertures de nos livres et des couvertures en général. Oui, de nos livres où à la fois le point de vue du lecteur et de l'auteur. Alors d'abord, le point de vue du lecteur. Moi, j'aimerais savoir, Cyril, s'il t'arrive quelquefois de flasher sur une couverture en librairie ou en bibliothèque et d'aller jusqu'à acheter le livre pour la couverture, même si tu n'en as jamais entendu parler et qu'à l'extrême, tu n'es même pas forcément attiré par le quatrième de couverture, mais c'est irrépressible, elle est belle. Et du coup, ta question est très précise et donc la réponse va être fermée. Non. Non, alors si je développe. Oui, c'est l'idée. Et je pense que c'est assez universel. Est-ce que je vais m'arrêter sur une couverture ? Oui, ça va me faire m'arrêter. Si une couverture me tire l'œil, je vais m'arrêter et regarder un peu plus loin. Mais par contre, je vais quand même m'attacher à différents détails qu'on développera peut-être après. On va parler, ça va être le quatrième de couverture ou la quatrième de couverture, je ne sais jamais comment on dit. Je crois qu'on peut dire les deux. Okay. Le résumé du bouquin, est-ce que l'histoire va m'intéresser ou pas ? Évidemment, il y a l'auteur. Si c'est un auteur que j'ai déjà lu et dont j'ai déjà apprécié les textes, la balance penche un peu plus déjà du côté de l'achat. Il va y avoir la maison d'édition, mais pas forcément. Si c'est une maison d'édition, ça va être est-ce que le livre fait partie d'une collection que j'apprécie, et derrière une collection, souvent, il y a un éditeur qui fait des choix et un travail de curation, et donc je sais que ça va correspondre plus ou moins à mes goûts. Voilà, donc il y a tout ça qui va un petit peu jouer, mais c'est vrai que à l'inverse, une couverture qui ne me plaît pas, du coup, je vais avoir du mal à m'arrêter sur le bouquin. Ou alors, il faut vraiment que j'ai d'autres arguments, que je sache déjà l'histoire, ou que l'auteur m'attire déjà. Mm-hmm. Donc, quelque part, la couverture, il y a un côté primordial, effectivement. Le deuxième volet de ma réponse, c'est une couverture, mais plus globalement, si le livre est un bel objet, je vais avoir tendance à me l'offrir. Si en plus l'histoire me plaît, c'est bonus, mais un bel objet, juste parce que j'aime les livres, j'aime leur odeur, j'aime les manipuler. Je vais peut-être me l'offrir, oui, effectivement. Et d'ailleurs, je dirais que cette notion de bel objet livre, je pense que les éditeurs l'ont vraiment très bien compris et on joue. Je remarque que ces dernières années, mais même ces derniers mois, il y a beaucoup de livres qui sortent avec ce fameux jaspage aussi. Bon, là, on dévie un petit peu de la couverture, mais ces dessins sur les tranches intérieures du livre qui sont très recherchés et puis les éditions reliées, et puis il y a vraiment je pense, mais là on touche un peu au commercial, mais je pense que c'est vraiment un élément qui est fondamental pour attirer le lecteur. Oui, je sais pas si je sais que tu voyages comme moi j'adore les librairies anglo-saxonnes. Mm-hmm. Parce que là-bas, les couvertures sont vraiment incroyables. Il y a de l'embossage, il y a du relief, il y a du doré, il y a des couleurs dans tous les sens, quel que soit le genre ou l'absence de genre du livre. Il y a ce côté fabriquer un bel objet qui est beaucoup plus présent, je trouve, qu'en francophonie. Oui, je crois que ça vient quand même chez nous, mais après, oui.
en l'occurrence, le risque, c'est un petit peu la surenchère et puis te retrouver, enfin moi, alors qui suis beaucoup plus faible que toi et pour répondre à ma propre question de tout à l'heure, moi, ça m'est déjà arrivé de craquer et d'acheter un livre. Alors bon, j'ai quand même lu la 4e, mais avec une couverture tellement belle que je me suis dit, oh, elle est trop belle, il me la faut. Et d'être absolument déçue par le contenu. Et, J'allais te dire, tu as un exemple, mais du coup, non. Alors si, j'ai des exemples, mais on va pas en parler du coup. On n'est pas là pour. Oui, mais puis bon, après c'est extrêmement personnel. Ça veut pas dire. Si il y avait Kate Morton, je crois. Mais je l'avais pas acheté d'ailleurs. Je l'avais pris à la bibliothèque. Donc en plus, quand tu prends à la bibliothèque, tu sais, tu n'achètes pas. Donc tu te dis que tu te mets pas spécialement en danger. Le risque est moins grand. Et avec une couverture absolument magnifique qui était très évocatrice de voyage temporel, quelque chose d'un petit peu en même temps assez girly, avec des fleurs, enfin un peu art déco, enfin une couverture magnifique, où je me suis dit waouh, ça va être super ce livre. Et je me suis ennuyée. Enfin, j'ai trouvé que le contenu, ce que vendait la couverture, n'était pas ce que j'ai trouvé dans le livre et au final ça m'a déçue. Mais je pense que ce que tu dis est très juste. À contrario, si la couverture est pas belle ou s'il y a une absence de couverture, parce que alors on en a discuté en off et tu étais moins convaincue que moi par le fait qu'il y ait des différences dans les codes de couverture entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition. Et moi je pense que si, et un exemple particulièrement probant, c'est finalement quand tu vois les couvertures de Gallimard, qui sont des non-couvertures, enfin je veux dire, c'est des couvertures blanches. Et ils en reviennent. Ils puis ils trichent avec le bandeau. Voilà, il y a certaines collections où on sent qu'ils font des tests, justement. Alors, il y a le côté commercial aussi, mais on sent qu'ils font des tests. C'est vrai, mais parce que je pense qu'il y a une demande de la part des lecteurs qui est tout de même forte et que c'est triste et difficile, à moins d'être un auteur. Alors je pense notamment à Michel Houellebecq, son dernier roman, sauf erreur chez Gallimard, ou Flammarion, je sais pas, un des deux, mais en tout cas couverture blanche reliée et je suis en train de chercher, c'est pour ça que j'ai dit, je suis en train de chercher le titre du roman qui évidemment ne me revient pas, sinon c'est pas drôle. Et le dernier est sorti sous blister. Donc relié, couverture blanche, Michel Houellebecq, le titre, et t'as le truc, il est sous plastique, donc tu peux pas le feuilleter, et t'as pas de 4e. Donc là, c'est vraiment un pari. Tu achètes le nom de l'auteur. T'achètes le nom de l'auteur. En plus, il était très cher. Donc, parce que relié, donc couverture en dur, enfin, etc. Là, c'est une stratégie qui est... Bon, mais c'est une stratégie anecdotique, c'est parce que c'est Michel Houellebecq, etc. Mais je pense quand même qu'il y a une différence de stratégie selon auto-édition, édition traditionnelle. Les codes du genre ont pris, à mon sens, beaucoup d'importance ces dernières années, et au point que c'est difficile, en tant qu'auteur, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de publier dans un genre sans respecter les codes du genre en matière de couverture. C'est quoi pour toi les codes du genre ? On écrit tous les deux en littérature de genre. Moi, j'écris du thriller, de la science-fiction et du fantastique, pour l'instant. Mm-hmm. Toi, c'est un peu plus varié. C'est quoi pour toi les codes d'un genre ? Alors, selon les genres, ça dépend. C'est-à-dire que tout ce qui est noir, polar, par définition, la couleur noire, elle me semble un petit peu incontournable. C'est difficile. Alors, il y a des contre-exemples, et il y a des contre-exemples qui marchent pas mal. Enfin, je pense notamment là, en édition traditionnelle au livre de Marie-Christine Horn, Dans les temps de feuilles de soufre, où la couverture est blanche, alors que c'est de la littérature noire. Une très belle couverture d'ailleurs, blanche, avec un brasier, puis le visage d'une femme. Voilà, mais c'est du noir. Après, c'est un parti pris de la maison d'édition. Mais en général, on est dans du noir. Dans l'imaginaire, on est très souvent... Enfin, moi, alors après, dans mon rayon, qui est la fantaisie urbaine, on est sur des couvertures très colorées, très foisonnantes, avec souvent une héroïne qui semble un petit peu invulnérable, avec un regard de braise qui regarde droit dans l'œil de la caméra, avec des créatures en arrière-plan. Au demeurant, pour Emma Paddington, moi je suis allée complètement à l'encontre, parce que justement j'avais
me suis pas posé la question quand j'ai publié ma Paddington et ma couverture où il n'y a pas de personnage, où il y a juste ce manoir qui... Et ça a bien fonctionné en l'occurrence parce que finalement, elle se distingue des autres. Mais je respecte pas les codes du genre. C'est ce que j'allais dire. Quel est l'intérêt finalement de la couverture, sinon commercial, si on met de côté le bel objet, quel est l'intérêt de la couverture, sinon pour l'auteur, pour l'éditeur, sinon d'attirer l'œil. Bien sûr. Sur le principe de j'aimerais que tu achètes mon livre. Mais alors d'attirer l'œil et que l'identification du genre les codes sont là pour immédiate. Ça. Oui. Soit immédiate parce qu'on sait très bien que ce soit en librairie ou que ce soit en ligne, le lecteur, il va scroller, il va voir des tas de couvertures quand il cherche sa prochaine lecture, il va faire défiler les couvertures et puis il va s'arrêter à ce qu'il connaît, à ce qu'il identifie du premier coup. Et si l'identification n'est pas claire, il va pas nécessairement... Il y a tellement une offre importante qu'il va peut-être pas aller plus loin. Enfin, je pense que c'est un petit peu l'idée sous-jacente de la stratégie des éditeurs et aussi des auteurs en édition indépendante. Je vois ce que tu dis quelque part et en même temps on se contredit un petit peu puisque pour Emma, tu as choisi un truc qui sort justement des codes. Oui, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais parce que de toute façon... Et tu as envie de te démarquer. Mais c'était... Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas une volonté de ma part. Il y a toujours un contre-exemple à toute règle. Et je ne me suis, à l'époque, encore une fois, pas posé la question. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me suis dit, OK, j'ai envie d'une belle couverture. J'ai sollicité la fille d'une amie, dont Mylène Patino, accessoirement, dont vous pouvez aller voir le travail sur les réseaux sociaux, sur son mur Art of M. Oui. Ouais. Et j'ai... Absolument, c'est elle. Et j'ai sollicité son travail parce que je trouvais qu'elle faisait des très belles choses et je lui ai dit, t'as envie d'illustrer mes histoires? Elle m'a dit oui, je lui ai pitché l'histoire et je ne lui ai pas donné de directive particulière. Et avec le recul, ça a fonctionné très bien même parce que je pense qu'effectivement la couverture est très identifiable, elle est esthétique, donc elle attire l'œil des lecteurs en salon, en dédicace, tout de suite les gens flashent dessus et ça, j'en suis certaine, contribué au succès de la série. En conscience, est-ce que je l'aurais fait? C'est une autre question. Parce que je ne me rendais pas compte que j'étais complètement à côté des codes du genre, que je ne les respectais pas. Et après, c'est vrai qu'à l'époque, je pense que je commençais en édition indépendante, lapsus, et je n'avais pas écouté plus que ça des conseils. Je m'étais dit, allez, j'y vais. Et depuis, j'ai découvert le monde merveilleux du podcast, et du podcast consacré à l'écriture, aux auteurs, et notamment à l'auto-édition. Et les conseils qu'on entend assez fréquemment de nos gourous, si je puis dire, c'est respecte bien les codes du genre pour les couvertures. Le lecteur a besoin d'identifier le genre, et si tu vas à côté, tu prends un risque. Mais dans ces codes, on a quand même passablement de liberté. Bien sûr, heureusement. Ça reste des codes et l'interprétation des codes est variable d'un individu à l'autre, et d'un lecteur à l'autre, et d'un auteur à l'autre. Donc, même si tu respectes les codes, tu as quand même les moyens de te démarquer. Oui, puis c'est de plus en plus souhaitable. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est de plus en plus souhaitable parce que finalement, on tombe dans un peu l'extrême inverse, je trouve, maintenant, où les couvertures sont difficiles à distinguer les unes des autres, en vrai. Donc ça aussi, ça devient un petit peu... parce que finalement, la romance, tu sais, la romance, t'as un homme, de préférence torse nu, une femme, un couple enlacé, des regards de braise plus ou moins intenses selon le type de romance. Voilà, enfin, moi, en même temps, je ne lis pas de romance, donc, ou très très peu, donc je suis pas... Je me penche pas énormément sur la question, mais je vois mes copines auteurs ou copains, parce qu'il y en a certains hommes qui écrivent de la romance. Quand je vois leur couverture, j'ai un petit peu du mal à les figer, parce que pour moi, c'est un petit peu toutes les mêmes. Mais c'est aussi ce qu'attendent les lecteurs, parce que les lecteurs,
qui sont férus d'un certain genre, ils vont tout de suite de loin dans la librairie repérer la nouvelle couverture. Donc on en revient par rapport à ce qu'on disait au début, à l'importance du 4e de couverture finalement. Si toutes les couvertures se ressemblent, je sais selon les codes que je suis dans mon genre que je recherche, par exemple la romance. Du coup, pour distinguer les histoires, il faut que je lise la 4e. Oui. Mais est-ce que les lecteurs le font à chaque fois ? Je sais pas. Je peux te dire pour moi je lis les 4e. Mais... Oui, moi aussi. On n'a pas la science infuse, on ne sait pas pour les autres, mais oui. Globalement, si, je pense que l'importance, on le voit en tant qu'auteur indépendant, l'importance du 4e de couverture, la couverture va guider le lecteur, le futur lecteur en fait, jusqu'à la page du livre où il y a le 4e et c'est le 4e qui va déclencher l'achat ou pas. Oui, sans doute. C'est assez clair sur les algos des grosses boutiques en ligne qu'on ne veut pas nommer. Non, on ne les nomme pas. Mais c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est différent pour la tradi ? Je pense pas fondamentalement. Je pense que le 4e est important, la couve attire, mais en fait, ça m'amène une autre question. Toi qui es hybride dans ton édition, parce que tu es à la fois éditant en maison d'édition, mais aussi pour Emma et d'autres titres en auto-édition. Oui. Est-ce que tu gardes une liberté de choix dans les couvertures en maison traditionnelle ou pas du tout ? Ou ça dépend des maisons ? Ça dépend des maisons. En tout cas, il y a toujours... alors moi, dans les maisons dans lesquelles j'ai été, il y a toujours eu un dialogue et on m'a toujours consulté. Voire même dans certaines maisons, la maison me demande en amont, notamment aux éditions Slatkin, où pour mon prochain roman noir, l'éditrice m'a dit donne-moi des idées, dis-moi ce que toi t'aimerais. Alors ça ne veut pas dire que ce sera suivi, mais elle m'a demandé déjà moi d'apporter des idées sur la couverture, et puis je me sens bien empruntée en vérité. Alors c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient comme un argument pour les auteurs pour rester en édition indépendante, c'est ce fait qu'on ne leur impose pas une couverture. Alors moi, j'ai une démarche un petit peu différente parce que je trouve que c'est un métier, illustrateur, graphiste, c'est un métier, j'ai pas les compétences. Et, on parle pas de la faire, mais de la choisir. Non, mais quand je dis la faire, c'est réfléchir à ce que tu veux sur ta couverture. Et je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, et j'aime bien qu'on me propose des choses et que je me dise ah ouais, c'est celle-là. Enfin, en tout cas en jeunesse, c'est clairement ce qui s'est passé. Et à chaque fois, sur les 2 titres que j'ai publiés chez Ozu Suisse, les 2 fois, j'ai pas du tout émis de suggestions sur la couverture, et je trouve que les couvertures sont vraiment réussies. Et si on m'avait demandé ce que j'allais mettre dessus, j'aurais été bien en peine. Mais je suis peut-être pas pénible. Moi, je suis émerveillée moi, quand je vois une couverture. Non, alors jolie. Elle te plaît ou pas ? Oui, c'est déjà ça. Et après, les choix, effectivement, sont discutables. Par contre, pour ton roman chez Slatkin Noir, ils attendent peut-être plutôt une ambiance. Tu peux donner ça une couleur à la couverture, tu vois. Pas forcément les détails de ce qu'il y aura dessus. Et ça, pourquoi ils te demandent ? Pour moi, ça fait du sens parce que c'est toi qui as le texte et créé l'ambiance. Oui. Non, mais c'est vrai. Et puis, je suis tout à fait heureuse qu'on me le demande. À contrario, j'ai une espèce... Là, pour le coup, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et puis, je pense à raison, c'est-à-dire je dis mais moi c'est pas mon métier, parce que il y a 2 choses. Tu l'as fait avec Emma, tu es allée vers une illustratrice que tu as choisie, donc ça veut dire qu'il y avait un côté, une ambiance graphique qui te plaisait. Tu as dû discuter avec elle d'une thématique pour qu'elle parte pas dans tous les sens et que vous perdiez pas chacune votre temps, et du coup quelque part ce travail tu l'as fait pour Emma, même si tu dis ne pas l'avoir fait en connaissance de cause. Tu as raison. Et puis, mais alors, je l'ai aussi fait pour le cas singulier de Benjamin T, qui était paru une fois en maison d'édition traditionnelle et dont j'ai récupéré les droits, donc je l'ai republié en auto-édition
en 2022. Et là, j'ai fait un petit peu la même démarche, alors avec une autre illustratrice que j'ai sollicitée pour la couverture. À partir d'une pré-made qu'elle avait faite, donc une pré-made, c'est une couverture qu'elle vend toute faite, et j'avais flashé un petit peu sur cette pré-made que j'avais trouvée très esthétique, et je lui ai demandé de reprendre la même idée. Alors c'est pas la pré-made, elle a refait quelque chose avec les couleurs que je voulais, mais qui est centré, c'est une couverture rouge avec le titre est au centre c'est l'élément graphique principal, c'est le titre. Et j'aime beaucoup cette couverture esthétiquement, mais force est de constater que ça ne marche pas terrible. Quand tu dis ça ne marche pas, ce sont les ventes ? Oui, dans le sens où je pense que les retours qu'on m'a fait, c'est oui, elle est jolie, mais on n'identifie pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est de l'édition indépendante et que donc la fameuse plateforme dont on ne dit pas le nom, il y a quand même des codes de couverture qui doivent être respectés. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un problème d'identification, c'est pas clair. Elle est rouge. J'ai même une lectrice qui m'a dit, mais c'est une histoire de Noël. Alors oui, parce que c'est un rouge un peu Noël, mais c'est pas du tout une histoire de Noël. Et je pense qu'il y a juste le titre. Et alors, au point que je me dis, faudra peut-être que je la change. Faudra peut-être que j'en refasse faire une. C'est un des autres avantages de l'auto-édition, probablement, c'est que tu peux faire des tests et changer de couverture à peu près quand tu veux. Absolument. Ce qui est impossible en édition traditionnelle où il faut refaire une réédition, ce qui est rarissime. Il faut que ton bouquin marche vraiment bien pour que ça arrive. Oui, voilà. Bon, quand tu passes en poche, tu as une deuxième chance si tu passes en poche. Mais effectivement, ça, c'est une chance qu'on a en édition indépendante. Donc tu te permets... Oui, rafraîchis l'écran. Oui, parce qu'on lit nos pugnes. Oui, alors qu'est-ce qu'on avait dit après ? Il y avait une des questions qu'on se posait, c'était effectivement faire soi-même sa couverture. Alors faire soi-même ou prendre un illustrateur. Voilà. Et c'est là qu'on aborde le sujet du moment avec l'intelligence artificielle aussi, qui est une option qui peut être choisie. Bon, est-ce que tu as des couvertures où il y a de l'IA qui a été utilisée ? Alors, j'ai presque envie de te répondre, pas que je sache. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je fais pas mes couvertures. J'estime que j'ai pas les compétences. Bon, mais finalement, j'en sais rien. Alors, celle d'Emma Paddington, non, parce que je sais qu'elle dessine. Et c'est son dessin. Et puis, je vois l'avancée parce qu'elle m'envoie les brouillons. Et c'est absolument contraire à sa logique parce que Mylène, c'est pas une illustratrice de livres, c'est une illustratrice point. Donc ça, je sais qu'il n'y a pas d'IA dans son travail. Ok, je pense qu'il faut qu'on précise 2-3 trucs sur l'IA. Précisons. Mes questions, en l'occurrence, sur le design des couvertures et l'IA, c'est pas que l'intelligence artificielle te créerait de A à Z la couverture. Je pense que ça existe, que ça arrivera. Je pense que c'est pas la meilleure option. Mais par contre, il y a des éléments qui peuvent être créés par l'IA et qui peuvent servir après à faire la couverture. Et pour moi, c'est pas incompatible d'avoir la patte d'une illustratrice. Donc, elle réalise le dessin, mais elle peut très bien s'inspirer de choses qu'une IA aurait générées en termes d'ambiance et les retranscrire avec sa patte graphique, avec sa façon de voir son art. Donc, il y a quand même une certaine participation de l'intelligence artificielle à une couverture, mais ça serait une couverture générée par un humain. Donc c'est dans ce sens-là où je te dis, est-ce que tu n'as pas un bout de couverture qui serait... L'autre problématique de l'IA... Est-ce que c'est gênant ou pas ? Parce que et toi-même, au niveau de tes couvertures, tu... Oui, je vais te répondre, mais en fait, ce qui me gêne avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a l'impression de la découvrir depuis septembre 2022... avec l'avènement de ChatGPT et de OpenAI qui a publié publiquement son robot de large language model, comment on peut traduire ça, modèle de
de langue large. Pardon pour la traduction à la volée. Oui, voilà. Sauf que les IA, on en a depuis des années. Google ou les moteurs de recherche, etc., on est déjà dans l'IA, je pense. Il y a ça, dès qu'on va utiliser certains filtres graphiques sur certaines plateformes de réseaux sociaux, derrière, ce sont des IA. D'une manière globale, les algorithmes qui gèrent nos vies actuellement, je pense aux réseaux sociaux, aux moyens de découvrir des vidéos, mais aussi, c'est très rare maintenant quand on fait une demande de prêt à la banque que ça soit un humain qui décide. Oui. Où il décide sur un dossier qui est fait par une IA. Donc tout ça pour dire que ça existe depuis très longtemps, qu'on s'en rend pas compte, qu'en fait on est baigné dedans. Oui. Le rapport à la culture et à l'art, il arrive maintenant avec l'aide à la création, justement sur ces LLM, Large Language Model. Et puis pour répondre à ta question tout à l'heure, moi j'ai utilisé sur 2 de mes couvertures des éléments graphiques qui viennent de l'IA. Et la raison était que je n'arrivais pas à trouver d'illustration qui correspondait à ce que je voulais. Pour être très clair, par exemple, la couverture de mon 2e tome de Timekeepers, j'ai besoin d'une représentation graphique d'une divinité khmer, mais qui tient un livre, un manuscrit en cuir. Ça n'existe pas. Oui, alors ça, je veux bien croire que ça n'existe pas. Ouais. Et je le voulais photoréaliste. Alors, je pourrais demander ça à un artiste, mais je n'ai pas les moyens, tout simplement, de mandater quelqu'un qui me ferait ça exactement comme je le veux. Donc, j'ai fait des essais avec l'IA et je n'ai utilisé que ça, mais je l'ai intégré à ma couverture. La vraie question aussi, la question qu'on peut se poser aussi, est-ce qu'on doit informer notre lecteur, l'acheteur, que une IA a été utilisée pour créer la couverture ou même pour une partie du texte? Alors, c'est vrai. Et alors là, on est vraiment au début de ce questionnement, mais tu sais comme moi que pour les personnes qui publient sur Amazon, on va finir par prononcer le terme, le nom de cette plateforme. Amazon a récemment rajouté dans le logiciel KDP, qui est le logiciel de publication des auteurs auto-édités, a rajouté une petite coche concernant l'IA, où pour l'instant, c'est une coche facultative. On ne t'oblige pas à répondre à la question, mais où on te demande si tu as utilisé l'intelligence artificielle, que ce soit pour le texte ou que ce soit pour la couverture. Après ce que je viens d'expliquer, si on est droit dans ses bottes, impossible de ne pas cliquer cette coche. Alors je pense, tu l'as cliqué toi en l'occurrence? On saura tout. Sur un de mes titres, je l'ai cliqué, le 2e n'est pas encore publié, donc, mais je vais le cliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as utilisé Photoshop, il y a de l'IA dedans. Oui, mais c'est ça, c'est que à quel point... Scrivener ou un logiciel comme Word, il y a des algos d'IA dedans, donc... c'est ça, mais vois pas le point, en fait. Non, mais moi non plus, je le vois pas. Et justement, ce qui me laisse un petit peu dubitative par rapport à cette coche, c'est de dire, mais à partir de quand tu considères, à partir de quelle proportion de ton utilisation de l'IA, tu vas considérer que tu dois cocher, parce que oui, c'est une assistance, mais Si ça reste un outil, je ne vois pas l'intérêt. Si ça génère la majorité de mon texte, de toute façon, ça sera mauvais. Bien évidemment, en tout cas pour l'instant, en tout cas avec l'IA à son niveau on parle de maintenant, on ne peut pas prévoir, mais oui. Alors, dans le podcast de Joanna Penn, dont tu sais que tu es une fan absolue. Je suis une grosse fan de Joanna Penn. Et non, mais c'est vrai que l'IA est un peu un de ses chevaux de bataille. Et alors, elle est vraiment très ouvertement favorable à l'assistance de l'IA, et c'est extrêmement intéressant. Je vous renvoie volontiers à ses podcasts. The Creative Pen, c'est en anglais, mais c'est vraiment très intéressant, et elle a beaucoup d'épisodes sur ce sujet. Et elle n'est pas du tout inquiète, parce que je pense qu'il y a une inquiétude des auteurs de se dire, mais finalement... si on avoue, c'est comme si c'était quelque chose d'inavouable d'oser dire qu'on a été assisté par l'intelligence artificielle, et puis peut-être qu'il y aura un retour de bâton à un moment donné avec des effets
négatif et peut-être au bout de la chaîne avec un lecteur qui risquerait de se dire « Ah mais non, mais cet auteur-là, il n'a pas vraiment écrit tout seul, il a été aidé par l'intelligence artificielle, donc je ne veux pas le lire. » Ce qui semble assez improbable, en effet, parce que comme tu le dis, je suis assez d'accord avec toi, on est dans un outil, et de même qu'on a utilisé... maintenant, tout le monde quasiment écrit sur traitement de texte, et plus personne écrit à la plume, et personne ne se pose de questions. Est-ce que je vais m'empêcher de lire une histoire parce qu'il y a des rumeurs que c'est un nègre, au sens... un ghostwriter. Un ghostwriter qui a écrit l'histoire et pas la personne. C'est un peu différent parce que tu restes dans l'humain versus robot, mais après tout, pourquoi pas. En revanche, j'ai vu assez récemment un appel à texte d'une maison d'édition suisse qui, dans son appel à texte, donc, ouvrait les soumissions de manuscrits aux auteurs, et dans l'appel à texte mentionnait qu'il voulait des appels à texte qui sans assistance de l'IA. C'était mentionné. Après, la question que ça pose aussi, c'est de te dire mais comment ils vont savoir que l'IA est intervenue si l'auteur ne le dit pas? Quel est le moyen? Après, il y a un problème d'honnêteté intellectuelle, mais oui. Oui, mais et ils se méprennent à quel point de vue? Tu dis justement parce qu'ils ne pourront pas distinguer. Oui. Surtout si c'est utilisé comme un outil d'aide à la création. Mais, et puis, dans la mesure où, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, quel est le problème? Qu'est-ce que cette maison entend par « on ne veut pas de texte où de l'IA a été utilisé » Ce qu'ils entendent, c'est 2 chapitres sur 10 ont été créés par une IA et légèrement retouchés par un humain. Je suis d'accord avec eux, ça fait pas beaucoup de sens. Mais encore une fois, ça va se voir sur la qualité, à mon sens. Il me semble aussi. Et si ça se voit pas sur la qualité, ça va être très difficile à l'IA de reproduire le style, si tant est que quelque chose de l'ordre du style existe, de reproduire la façon d'écrire, la tonalité donnée aux autres chapitres à l'identique. Enfin, il va y avoir des différences. Donc pour moi... Et puis, quel serait l'intérêt pour l'auteur, enfin du point de vue de l'auteur, au-delà de ça? De gagner du temps, principalement. Oui, alors après, en effet, si on décide qu'on est dans une... On n'est plus dans le même métier, en fait. On est dans une sorte de staccanovisme de l'écriture, où il n'y a plus de créativité et où on est vraiment dans du purement commercial. Et, on va toucher sur des sujets qu'on ne veut pas aborder sur cet épisode, qui est consacré aux couvertures. Mais, oui, c'est vrai, c'était consacré aux couvertures. Tu sais, est-ce qu'on écrit pour le marché? Les algorithmes d'Amazon notamment nous poussent à la nouveauté, donc à écrire bien plus qu'il ne serait raisonnable. En gros, surtout chez les anglo-saxons, ils arrivent à publier 6-8 titres par année, en général en série, encore un autre sujet. Mais ouais. Pour conclure et recentrer l'épisode, parce qu'encore une fois, on arrive aux 35 minutes, Catherine, sur les couvertures. Quelle va être la conclusion? Quelle va être la conclusion, finalement? Ouais. Je pense que la couverture fait partie de l'objet du livre, a une importance. Je pense que la couverture Gallimard blanche, elle a son rôle aussi, et qu'elle caractérise la collection, le titre, la maison d'édition. Donc pourquoi pas? Et comme toi, je suis attiré par les belles couvertures colorées ou les concepts graphiques, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais effectivement, ça va me faire m'arrêter, mais je vais aller un peu plus loin. Donc le choix des couvertures et le respect des codes pour pas méprendre le lecteur finalement. C'est ça. Encore une fois, on en revient à l'identification, et je pense que le fait d'une couverture blanche, comme Gallimard, comme Flammarion, comme certains titres chez Albin Michel aussi, on identifie un certain type de littérature. De texte ou de littérature, oui. Mais quelqu'un qui recherche de la science-fiction, j'aimerais pas qu'il tombe par erreur sur une romance, si en plus il aime pas ça, bien simplement sûr. Parce qu'il y a ce... Je ne veux pas générer chez mon futur lecteur une frustration ou l'impression d'être trompé sur la marchandise quelque part. Donc
on est un peu obligé de respecter ces codes. Voilà, je pense dans ce sens-là. C'est indispensable et sans sacrifier à l'esthétique, mais l'esthétique étant encore une fois quelque chose d'extrêmement subjectif. Et alors j'aurais voulu qu'on puisse aborder, mais nous n'avons plus le temps, la question de savoir si finalement une couverture, est-ce que c'est plus important qu'elle nous plaise ou qu'elle plaise au lecteur, ou qu'elle plaise au lecteur. Et c'est vrai qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux des auteurs qui proposent différentes couvertures et qui, comme nous l'avons fait pour la vignette du podcast d'ailleurs. Et je trouve que la démarche, c'est un petit peu la même que celle qu'on avait choisie quand on a lancé Duo de Plume. C'est vrai que s'adresser finalement à la communauté, maintenant qu'on a la facilité de le faire sur les réseaux sociaux, et leur demander quelle couverture ils préfèrent, je trouve que c'est quelque chose qui est pertinent, avec le danger qu'ils ne votent pas et qu'on met l'affect et que peut-être ils ne choisissent pas la couverture qu'on voulait au départ. Mais il y a autre chose derrière, il y a aussi la création de l'interaction autour du livre qui est intéressante et du coup une certaine communauté ou de générer un attachement au futur livre. Donc c'est double emploi, ce genre d'appel à la participation du futur lecteur. Oui, alors... D'ailleurs, très souvent, ce sont déjà les fans de l'auteur qui répondent. Quand tu as la chance d'avoir des fans comme toi. Mais toi aussi, tu as des fans. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai que quand je regarde la vignette, les gens aiment beaucoup être sollicités, je pense. On aime beaucoup être sollicités. Et c'est vrai, la vignette de notre podcast, on a lancé le mur Instagram il y a 1 mois et demi. Le choix de la vignette, ça devait être notre 5e publication. On avait très très peu d'abonnés et on a quand même eu beaucoup de réponses. C'est là où il y a le plus d'interaction. Oui, parce que les gens étaient engagés, ils ont partagé en story et je pense moi-même aussi quand on me sollicite, quand je vois passer des demandes d'avis de ce type, ou pour des couvertures, ou pour des titres, ou même si je connais pas très bien l'auteur, ou que je vois passer ça par hasard parce que l'algorithme a décidé qu'il fallait me demander mon avis, c'est rare que je réponde pas. Parce que je trouve que c'est chouette, justement, de donner... l'homme est un animal social, et la femme aussi. Ce sera la conclusion. Merci de préciser. Voilà, oui, c'est ça, mais absolument, c'est important. Effectivement, on va conclure. Du coup, je pense qu'on reviendra parce qu'il y a plein d'autres choses à aborder sur les couvertures. Tu sais, les couvertures cache-poussière, les goodies associés, les marque-pages. Oui, alors ça aussi, oui, effectivement. Mais ça, on est presque... La taille du titre versus la taille de l'auteur. Est-ce que le futur lecteur va acheter... C'est important. Oui, voilà. On va conclure cet épisode sur l'épisode. Mon Dieu, pardon. Que je monte, mais que je ne censure pas, donc ça va rester. Oui, mais j'assume. Non, mais c'est vrai. Donc on a plein d'autres questions. Je pense qu'on fera un autre épisode sur les couvertures et les dérivés de ces couvertures. Et un autre sur l'intelligence artificielle, probablement aussi. Beaucoup de sujets en perspective. Merci Catherine. Merci Cyril. Et on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, à mettre des petites étoiles, à mettre des commentaires. Ça nous aide à être découverts et ça aide beaucoup le podcast. Merci d'avance. Merci à ceux qui nous écoutent et à bientôt. À bientôt. Thank you.